Parole de la Roya, c'est le samedi de 11h à midi avec Sébastien Olaran sur Radio Valais, votre radio locale. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Parole de la Roya. Cette émission sera divisée en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons parler du Vélo Club de Breil avec son président Philippe Maffei et son secrétaire Franck Forestier. Dans une deuxième partie, je recevrai Guy Massa, qui est président de l'association foncière agricole, donc qui s'occupe de la valorisation des châtaigneraies dans les vallées de la Roya, de la Bévéra et des Paillons. Et puis, dans une troisième partie de cette émission, je recevrai l'adjoint au maire de Tende, Sébastien Vassallo. Alors, mes premiers invités sont Philippe Maffei et Franck Forestier. Bonjour. 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 Alors, vous êtes donc président et secrétaire du Vélo Club de Breil-sur-Roya. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce club et peut-être d'abord nous dire comment est-ce qu'il a été créé ? Ce club, il a été créé en 2001 suite à, on va dire, une concertation entre copains qui faisaient du vélo sur Breil. Ce club était existant déjà dans les années 70. Il a eu une petite période en sommeil et on l'a recréé dans les années 2000. Voilà, beaucoup de gens faisaient du vélo de façon indépendante et il y a eu une volonté de se regrouper, de pouvoir, on va le voir peut-être plus tard, de créer des événements et surtout de pouvoir faire du vélo ensemble. Alors, combien ce club compte-t-il de membres ? Alors actuellement, là, pour l'année 2015, on va dire qu'il y a 62 ou 63 membres de mémoire. Qui comprend donc une vingtaine d'adultes et une quarantaine d'enfants qui sont inscrits à l'école de VTT. Donc il y a une vingtaine, quand on parle d'une vingtaine d'adultes, ce sont vraiment des gens qui sont cyclistes, qui font du vélo, qui ont pris leur licence et leur cotisation. Mais au-delà, au sein du village, on a quand même beaucoup de gens qui gravitent autour de ce club, qui sont là avec nous, qui nous aident particulièrement au moment où on organise des événements. Et c'est vrai qu'on compte vraiment sur eux. On se retrouve très nombreux autour de ce club. Alors, vous proposez, notamment pour les enfants, une école de vélo. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, Philippe Maffei ? Oui, l'école de vélo, premièrement, elle est toute la semaine, du lundi au jeudi. Donc le lundi soir, le mardi soir, le mercredi après-midi aussi. On a 2 groupes de collégiens et le jeudi soir aussi. On a un brevet d'État qui s'appelle Monsieur De Maria, qui est aussi instituteur à Breil-sur-Roya, qui mène de main de maître cette école. Et ça s'étale à peu près de l'âge de 6 ans. Donc c'est plutôt par rapport au niveau, mais en termes d'âge de 6 ans à 13-14 ans avec les adolescents, où on peut commencer à aller sur des sentiers un peu plus pentus. Et on bénéficie donc d'un véhicule de la mairie qui nous est prêté bénévolement et gratuitement, et d'un chauffeur aussi qui est bénévole à notre disposition tous les mercredis après-midi, qui nous laisse à certains endroits, qui nous reprend à d'autres endroits. Voilà, Philippe est modeste, mais il participe aussi activement au sein de cette école et il est toujours en vélo avec les enfants et a aidé cette personne donc du brevet d'État, Philippe De Maria, qui tout seul, c'est bien sûr faisable, mais ce serait beaucoup plus difficile pour lui de gérer tous les enfants tout seul. Et très souvent, Philippe est avec lui sur le vélo, quoi. Alors, le Vélo Club organise de nombreux événements. Qu'avez-vous organisé, par exemple, au cours de l'année 2014 ? Alors en 2014, on a organisé comme toutes les années précédentes, c'est-à-dire un week-end VTT avec un crapahut, donc un cross-country, et une calade, c'est-à-dire un enduro descente plutôt. Et on avait aussi les cimes du Mercantour qui était une course, une cyclosportive sur les routes de nos cols entre Breil, Sospel, Turini, en aller-retour. Mais en 2015, on a changé notre calendrier. Donc, il y a 15 jours, on a organisé le fameux cross crapahut sur une seule journée. Donc, c'était le dimanche uniquement. Une course en ligne avec un départ, une arrivée et 2 heures de course un petit peu plus de 2 heures de course pour les meilleurs et jusqu'à 5 heures pour les derniers. Toujours un très beau parcours autour de Breil.
Et on n'a pas fait cette fameuse escalade, cette fameuse descente, parce que le 7 juin prochain, donc mi-juin prochain, on organise une course d'enduro qui est une sorte d'épreuve à la mode sur le principe du rallye, un petit peu avec des liaisons et des parcours chronométrés, parce qu'on est entré dans un challenge et on espère donner ainsi encore une autre dimension. Plutôt que de faire sur un week-end une seule course scindée en deux, nous avons créé une course supplémentaire. Oui, vous venez de le dire, il y a 2 semaines, donc il y a eu le Crapahut du Loup du Bois Noir. C'est le genre d'événement qui attire beaucoup de cyclistes du département, peut-être d'ailleurs. Oui, on va dire que oui, on a beaucoup même d'étrangers qui viennent sur ce genre d'événement. Là, on a attiré 145 inscrits pour le Loup du Bois Noir, pour le Crapahut, qui a eu lieu le 19 avril. Pour l'enduro, on attend plus de personnes parce que comme vient de dire Franck, c'est un peu plus à la mode. C'est un peu plus fun, un peu plus ludique. Le cross, c'est vrai que c'est quand même assez sportif. On avait 36 km pour 1450 mètres de dénivelé positif et 2000 de négatif. Là, il y aura sensiblement la même chose, même voire un peu plus, mais on va dire que les liaisons entre les descentes ne sont pas chronométrées. Il y a juste un temps imparti, donc ils ont le temps de faire des liaisons entre les descentes. La course, donc, il y a 15 jours, est quand même, c'est un parcours assez exigeant, un mode de course assez exigeant physiquement pour les gens. Par contre, la course de Breil a un cachet, a une couleur, et les gens viennent exprès faire celle-ci. On fait aussi partie d'un challenge de 4 ou 5 courses, d'un mini-championnat organisé, et de cette façon-là, on se crée une sorte de clientèle, et au fil des années, on retrouve un petit peu les mêmes couleurs qui viennent avec plaisir faire la course de Breil. Alors donc la saison 2015 ne fait que commencer. À part ce que vous avez déjà évoqué, que comptez-vous organiser d'autres comme événement? Les cimes du Mercantour peut-être? Voilà, comme on l'a dit, oui, il y a eu le Crapahut, il va y avoir l'enduro, on l'a appelé le Montacal cette année. D'accord. Et les cimes du Mercantour qui auront lieu le 30 août cette année, qui est déplacé habituellement on le faisait le 7 juin, enfin mi-juin on va dire. Cette année elle sera fin août. C'est une épreuve de vélo sur route, donc, qui passe par Sospel, qui montera au Turini, revient par l'Escarène, le col de Brosse, avec encore une fois, comme chaque année, on propose 2 parcours, un censé être un petit peu plus facile et un vraiment très long et difficile. Et cette course est réputée dans le milieu des courses de cyclo-sportives comme une course très belle, mais à la fois très difficile. Ah oui, les paysages que traversent les coureurs sont vraiment magnifiques. On a beaucoup de nationalités. On a eu des Australiens, des Belges, des Allemands, des Danois. Et c'est vrai que quand on arrive à Turini, quand on regarde un petit peu, on va dire vers la côte, il y a des paysages vraiment fabuleux et les gens prennent du plaisir vraiment à pédaler sur ces routes-là. Alors l'année dernière, vous avez aussi organisé un Grand Prix Roger de Johagne. Et donc en quoi consistait cette course et est-ce que vous avez prévu de renouveler l'événement? Alors on l'a organisé l'année dernière, oui, c'était un contre-la-montre, donc uniquement une montée sèche donc du col de Bruisse, il y avait un départ au pont de Nice jusqu'à l'auberge du col de Bruisse. On devait l'organiser par rapport à la fédération qui nous imposait une course, puisque c'est une course en elle-même, alors que nous la cyclo-sportive de Mercato n'en est pas une. Et cette année normalement elle n'est pas au programme. Voilà, c'est un mode de course qui est très ludique, les gens se sont bien amusés, mais au final c'est un style de course, le contre-la-montre en montée comme ça n'attire pas grand monde, donc il n'y a pas non plus grand intérêt de pérenniser un tel événement. Ça a beaucoup amusé les gens qui étaient présents, mais il n'y a pas foncièrement d'intérêt dans ce type de course. On a eu une vingtaine de concurrents sur ce jour-là, c'est vraiment des coureurs qui jouent les points et qui viennent faire cette course. Et puis peut-être que c'est une sorte de course qui peut se faire un peu n'importe où et qui utilise moins les atouts du territoire. Certainement, le départ était à côté des locaux de Radio Vallée, l'arrivée au col de Bruisse. C'est vrai que la plupart de nos courses utilisent le très beau site du lac, de l'espace loisir avec le chapiteau. Ce qui aussi pour les gens qui viennent de la côte ou d'autres villages, c'est toujours vraiment un vrai atout, un réel atout de pouvoir bénéficier de la structure. Bon là c'était assez, on va dire très sportif au sein vraiment dans les points, dans le classement et par rapport à la fédération, il n'y avait pas l'intérêt et le cachet
qu'offre habituellement le vélo club de Breil et le village de Breil. Ouais, cette course, ça s'était faite dans la suite, donc dans l'après-midi de la course Nice-Saorge, en fait. Donc, ceux qui voulaient participer à cette course devaient avoir fait, donc, Nice-Saorge pour les adultes, et pour les cadets juniors, avoir fait Sospel-Saorge, puisqu'ils ne faisaient pas la même course. Et elle se faisait l'après-midi, donc, elle était assez courte, puisque dans notre cas, nous, pour cette course Roger Joigny, les meilleurs ont mis entre 22 et 23 minutes. Donc, c'est assez rapide. Alors j'aurais une dernière question. Est-ce que vous avez au Vélo Club de Breil, disons des cyclistes de haut niveau? Disons, est-ce qu'il y a des Breillois qui gagnent des courses de temps en temps à Breil et ailleurs d'ailleurs? Alors on a eu des grands noms du vélo à Breil, comme Michel Masseglia, Michel Cotalordin, qui dans leurs grandes années ont fait des choses vraiment pas mal. Michel Cotalordin, par exemple, a été vice-champion du monde de VTT. Donc c'est pas mal. Michel Masseglia, je pense qu'il était pas loin d'être pro dans ses bonnes années. Et on a actuellement des petits jeunes qui ne sont plus malheureusement au Vélo Club de Breil, puisque on n'a pas les structures pour les amener si loin dans les courses. Mais comme Enzo Falocci ou Benjamin Reich, et puis peut-être plus tard Mathieu Moreau, qui pourrait sortir le épingle du jeu sur les courses. Actuellement, par exemple, Enzo Falocci ou Benjamin Reich font régulièrement des places d'honneur, voire gagnent des courses dans leur club et dans les courses de la région. Voilà, on a aussi Lionel Hyper, qui n'est pas au Vélo Club de Breil, mais qui est sympathisant, qui est avec nous, qui est un ami, qui est licencié à Monaco, je crois, et on le comprend, un club qui peut lui offrir beaucoup plus d'infrastructures, de l'aider. Non, il n'est pas à Monaco. Il n'est pas à Monaco. Je dis une bêtise. Je sais qu'il est dans un club qui peut lui offrir beaucoup plus que ce que pourrait offrir le Vélo Club de Breil. Et évidemment, on le comprend tout à fait, mais c'est un ami, on le côtoie régulièrement et il est facile de pouvoir essayer de rouler avec lui. Et il est donc champion de France en VTT Master 40, c'est ça? C'est ça, oui, dans sa catégorie, oui. Et également, il a participé, je crois, au championnat du monde. Il y a 2 ans, en Afrique du Sud, oui, c'est ça. Merci Philippe Maffei et Franck Forestier d'avoir été mes invités et d'être venus donc nous parler du Vélo Club de Breil. Merci. Merci de nous avoir reçus. Mon invité à présent est Guy Massa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association foncière agricole pour la valorisation de la châtaigneraie dans les vallées de la Roya, Bévéra et des Paillons. Alors, pouvez-vous nous présenter cette association ? Oui, ben écoutez, notre association donc a été créée depuis 3 ans. Elle regroupe donc, comme vous l'avez dit, donc les vallées de la Roya, de la Bévéra et les propriétaires du Paillon. Et incessamment sous peu, il y aura le mot Paillon dans notre intitulé. Voilà. Donc le but, c'est de restaurer donc, de réhabiliter la châtaigneraie au travers donc d'actions de terrain, donc débroussaillage, entretien, taille, élagage, etc. Donc, ce que nous avons commencé à faire donc ces travaux de rénovation. De qui est composée cette association ? Combien il y a de membres à peu près ? Cette association regroupe aujourd'hui 60 membres, 59 pour être précis, et pratiquement toutes les communes des vallées ont dit oui symboliquement, certaines ont déjà adhéré, et d'autres sont en passe de le faire. Et quel est le profil de ces membres ? Ce sont des producteurs Alors, le profil, ce sont tous les propriétaires qui se sentent concernés par ce patrimoine, voilà, qui se sentent concernés par la réhabilitation. Donc, il y a des propriétaires privés, il y a aussi des agriculteurs. Nous avons sur les 3 vallées à peu près une douzaine de professionnels, pour lesquels la châtaigne représente une activité économique. Alors, comment avez-vous eu l'idée de créer cette association ? Oui, en fait, l'idée, elle est venue, si vous voulez, il y a de cela en 2005-2006, au travers d'une action sur le patrimoine. J'anime une autre association sur le hameau de Granil, qui concerne le patrimoine, et puis on s'était dit, où le patrimoine ? Et le patrimoine, évidemment, c'est le hameau lui-même, de Granil, mais c'est aussi la châtaigneraie. Et tout est parti de là. On s'est dit, donc, il y a un patrimoine, on va essayer d'agir pour réhabiliter ce patrimoine. Et l'objectif de cette association, donc, c'est de valoriser les châtaigneraies. Il y en a beaucoup sur ce territoire ? Alors oui, l'objectif de l'association, c'est de valoriser donc la châtaigneraie. Il y a, disons, faut savoir que la Haute-Roya était la châtaigneraie la plus importante des Alpes-Maritimes, devant les vallées de la Tinée et autres. Voilà. Donc elle était très importante et aujourd'hui, évidemment, qu'elle est
bon, dans un état difficile. C'est justement ma question. Dans quel état sont-elles, ces châtaigneraies ? Est-ce que, par exemple, elles sont victimes de maladies, de bactéries, comme c'est le cas avec les oliviers, par exemple? Oui, effectivement, on a pas mal de soucis phytosanitaires. Donc, il y avait déjà des maladies anciennes, le chancre, l'endossia. Il y a aujourd'hui, disons, d'autres soucis. C'était le Cynips, une maladie qui nous est arrivée donc par d'Asie, qu'on est en passe de traiter, qu'on est en passe de réussir le traitement, puisque nous avons introduit en 2010 ce qu'on appelle donc un Torimus, qui est un prédateur donc du fameux Cynips, avec donc l'université de Turin à l'époque, et ensuite l'INRA a pris le relais. Et donc nous sommes donc des partenaires avec l'INRA pour faire les ramassages, etc. Donc on va dire que c'est en bonne voie de réhabilitation. Mais ceci dit, il y a un travail énorme à faire, un travail très très important. Et ce travail, on va dire qu'il a un coût. Il a un coût. C'est-à-dire que pour faire une journée de taille, ça peut coûter autour de 700 € la journée. Donc c'est vrai que c'est pas rien. Donc il faut chercher des financements. D'autant que nous proposons à nos propriétaires un financement. Un financement, c'est-à-dire que nous finançons aujourd'hui à 65% les travaux. Il y a encore un an, nous financions à 80%. Là, aujourd'hui, c'est plus tenable, quoi. Mais malgré tout, 65%, c'est encore quelque chose de conséquent. Alors, vous venez de le dire, donc ces châtaigneraies ne sont pas en bon état. La plupart, je suppose, sont laissées à l'abandon. Pourquoi cette nécessité de les entretenir, de les valoriser? Alors, je crois qu'en fait, là, on a à plusieurs niveaux, quoi. Premier niveau, on pourrait dire que c'est parce que ce qui me paraît très important, c'est que c'est comment dirais-je, la protection des voies de communication, déjà. Voilà, c'est-à-dire que ça vous protège là où il y a des châtaigniers, des restants, eh bien on protège les voies de communication. Ensuite, c'est une protection contre l'incendie. C'est très important. Ensuite, si vous voulez, c'est-à-dire que une châtaigneraie entretenue ne brûle pas facilement. C'est une protection vraiment très importante. Ensuite, sur un plan purement économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer, si vous voulez, que certains propriétaires, voire agriculteurs, puissent tirer un revenu de cette économie, de cette production de châtaignes, au travers de produits transformés. Après, je vous parlerai tout à l'heure d'un projet, produits de crème de marron, farine, bière. Donc, il y a toute une panoplie de produits qui peuvent venir, disons, servir pour pouvoir être commercialisés. Et aussi une raison patrimoniale, si je veux dire sentimentale. Oui, alors oui, évidemment, tout à fait. Il y a une raison, si vous voulez, c'est que je dis souvent que c'est pas un droit, c'est un devoir que nous avons. Un devoir que nous avons d'entretenir, parce qu'il y a des gens qui se sont, je dis souvent, damnés, qui ont fait des restants, qui ont créé, qui ont cassé, qui ont mis des pierres, qui ont fait des murs. Voilà. Ils ont fait donc un travail de titan. Et donc, je dis que souvent, au travers de notre action, c'est une façon de honorer la mémoire de nos anciens. Et on sait que si vous voulez, sans la mémoire, c'est très important. La mémoire est très, très importante. Alors, comment faites-vous concrètement pour les entretenir, ces châtaigneraies? Oui, concrètement, c'est une action qui consiste au moins sur le terrain, si vous voulez, c'est le débroussaillage, bien évidemment. Ensuite, c'est la taille, c'est-à-dire l'élagage. Alors, il y a au moins deux types d'élagage. Un élagage, on va dire, simple, petit élagage, et un élagage dit sévère. Et c'est très souvent le cas pour chez nous, parce que comme ça a été abandonné depuis de nombreuses années, il faut faire un élagage dit sévère, qui permettra à l'arbre de repartir pour une durée, on va dire, pour de nombreuses années encore. Voilà. Et pour les personnes qui sont propriétaires de châtaigneraies, donc, vous les aidez à faire ça. Et pour les châtaigneraies qui sont sur des terrains communaux, vous intervenez également? Voilà, à partir du moment où la mairie est, disons, la mairie en question le souhaite, on peut déjà d'une part faire les travaux, et puis on peut faire aussi des chantiers écoles pour développer donc éventuellement des actions de taille, de réhabilitation. Nous venons de faire d'ailleurs à ce titre, par exemple, la formation de deux bûcherons de notre vallée. On les a formés, disons, on a fait venir donc un spécialiste du Gard qui est venu faire 2 jours de formation. Donc cette formation elle a pu donner, j'ai perdu un peu le fil. Les formations. La formation donc que nous avons donnée à ces 2 techniciens qui eux sont en chômage technique pratiquement l'hiver, et nous c'est là où nous avons nos besoins.
Donc c'était la boucle est bouclée, quoi. Hein. Donc ces techniciens ont subi donc cette formation, qui d'ailleurs, faut le dire, a été financée aussi par nos partenaires, parce que toutes ces actions que je viens de développer, évidemment, c'était l'agage, c'est taille, c'est parce que nous avons des partenaires. En premier lieu, le Conseil général, qui nous a soutenus, qui nous aide, qui est un partenaire de premier ordre. Le Conseil régional, le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, par un intermédiaire des caisses locales de Sospel et de Breil, et de Tende, nous a permis de nous financer donc la formation aussi de ces fameux techniciens. Voilà, donc vous voyez qu'on a une action qui est plurielle, quoi. Voilà. Alors, quels sont les projets de votre association pour l'année qui vient et puis peut-être pour les années suivantes? Bien, écoutez, les projets, nous n'en manquons pas, quoi. Alors, je dirais qu'à la limite, si vous voulez, c'est on a même beaucoup de projets, mais on va dire qu'on a aujourd'hui le premier, celui lequel il faut porter tous nos efforts, c'est la création d'un centre de transformation de la châtaigne. C'est-à-dire, en clair, pour faire de la crème de marron. En conformité avec la loi, évidemment, donc un centre élaboré. Et ce centre, il pourrait avoir lieu donc dans les locaux de la CUMA de Breil, puisque la CUMA nous a donné son accord pour éventuellement partager une petite partie de leurs locaux. Mais évidemment, il y reste maintenant le financement. Ça, c'est pas la moindre des choses, mais on y travaille, quoi. Voilà. Mais par contre, il y a d'autres projets, bien évidemment, parce que je parlais tout à l'heure de la mémoire de nos anciens, ça c'est quand même assez important, c'est que cette action, si vous voulez, que l'on fait, c'est pour donner aux gens l'envie de faire, quoi. Hein, c'est-à-dire aux gens, ouais, on peut encore faire des choses, hein, et au travers de propriétaires, au travers d'agriculteurs. Hein, donc, si vous voulez, en plus, si vous voulez, du centre de transformation de la châtaigne, quoi, nous avons, si vous voulez, donc un sentier découverte, qui pourrait donc, on pourrait faire visiter, voir le bâti, le séchoir à châtaigne, etc. Donc là aussi, c'était un côté didactique, mais un côté aussi tourisme vert. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une action sur le tourisme, bon, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui se déplacent, qui viennent voir donc dans notre vallée et qui, au travers de ça, peuvent être intéressés par ce qu'on appelle donc le tourisme vert. Et alors, donc, je suppose qu'il faut de l'argent pour mener à bien ces projets. Vous avez dit tout à l'heure qu'une journée d'entretien peut coûter jusqu'à 700 €. Oui. Où est-ce que vous pensez trouver ces fonds? Est-ce que vous êtes aidé par... vous avez parlé du département, de la région. Est-ce que vous êtes aidé par les mairies? Est-ce que vous recevez des subventions des mairies? Est-ce que vous comptez sur les dons des particuliers, des propriétaires? Oui, on a donc le conseil général, comme je l'ai dit, conseil régional, le Crédit Agricole, des mairies. Hein, on nous a fait des dossiers de subvention aussi auprès des mairies, mais les temps sont un peu difficiles pour tout le monde, y compris pour les mairies. Donc on comprend bien. Donc c'est à nous de nous retrousser les manches et de rechercher le maximum de partenaires, bien évidemment. Et c'est ce que l'on fait en démontrant notre bonne volonté, la cohérence de nos projets. Et puis en même temps, si vous voulez, l'action à long terme, puisque ça s'inscrit dans ce qu'on appellerait le développement durable, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, l'environnement, et donc c'est toute une action qui a une vraie cohérence, une cohérence économique, je l'ai dit tout à l'heure, même si évidemment on peut me prendre pour un farfelu en disant que peut-être les châtaigniers aujourd'hui c'est plus tellement d'actualité, et pourtant je dis que oui, puisqu'on a, disons aujourd'hui, une reconnaissance de ce fruit par exemple, hein, qui contient pas de gluten, qui peut être, certains cuisiniers s'en sont emparés. Il y a pas mal de choses que l'on peut décliner au travers de la châtaigne, et donc je crois qu'effectivement ça peut être un complément de revenus. Hein. Donc c'est une action qui est plurielle et qui s'inscrit dans la durée. Hein, voilà. Et vous lancez un appel aux personnes qui sont propriétaires de châtaigneraies à vous rejoindre? Voilà, alors là oui, effectivement, parce qu'en fait, si vous voulez, on a un morcellement foncier très important. Par exemple, on a des zones géographiques où il y en a énormément. Mais là, on a des problèmes avec les propriétaires, évidemment. Il ne s'agit pas d'intervenir si on n'a pas l'accord du propriétaire. Donc, il est très important que les propriétaires viennent nous rejoindre. Hein, pour ensuite, bien voilà, reprendre en main ce patrimoine. Alors peut-être que les raisons, elles sont pas au début, elles peuvent être pas très bien définies, mais on pourrait dire qu'aller au départ, ça peut être parce que c'est un patrimoine légué par nos anciens, parce que la mémoire c'est important, et puis aussi parce qu'on a envie de faire une action, parce qu'on a envie de développer un produit éventuellement, ou le laisser à des jeunes qui pourraient eux s'en emparer, ou des moins jeunes, pour éventuellement en faire de la pluriactivité. Donc on a besoin que de maximum de propriétés. Et ça pourrait participer d'un
essor économique. Voilà, tout à fait. C'est modeste, mais il faut le prendre comme un développement économique, dans un tout. C'est dans un tout. Je dis souvent qu'on n'est pas contre les technologies nouvelles, bien au contraire, bien sûr. Mais aujourd'hui, justement, ça nous permet d'adapter au monde d'aujourd'hui cette technique, cette culture qui est un peu ancienne. Et je pense que l'avenir est fait de ça. L'avenir c'est fait aussi de hier, puis d'aujourd'hui et de demain, quoi. Et que si on veut vraiment, je crois que c'est très important. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'avenir sans souvenir, ça me paraît essentiel. C'est qu'on n'est pas des passéistes, mais remettre en état ce patrimoine, c'est une chose essentielle pour nos vallées, parce que c'est notre mémoire. Ça, c'est très important. Et qui peut permettre malgré tout donc d'aller vers l'avenir et de permettre du développement de l'activité. Exactement, ça peut aller vers l'avant. Et puis nous avons visité chez nos amis italiens qui sont jamais à court d'idées, la transformation de produits. Ils ont fait des pâtes, ils ont fait toute une multitude, j'en ai cité tout à l'heure, mais il y en a vraiment énormément de produits et qui peuvent justement nous permettre de mettre notre zone géographique peut mettre en valeur ce produit. Nous avons les citrons en menton, nous pouvons dire que nous avons les châtaigniers dans le moyen pays, et puis nous avons nos magnifiques montagnes du Mercantour. Merci Guy Massa d'avoir été mon invité. Nous allons marquer une courte pause et je vous retrouve dans un instant en compagnie de l'adjoint au maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo. Parole de la Roya, c'est le samedi de 11h à midi avec Sébastien Olaran sur Radio Vallée. Merci de nous retrouver pour cette seconde partie de Parole de la Roya. Mon invité à présent est Sébastien Vassallo. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes adjoint au maire de Tende en charge de l'animation, des sports, du tourisme et de la communication. Tout ça. Vous avez également été suppléant de Michel Lautier lors des dernières élections départementales du mois dernier. Vous avez été battu par Valérie Tomasini, notamment, qui portait les couleurs du Front de gauche et qui est d'ailleurs votre adversaire au conseil municipal de Tende. Quel regard portez-vous rétrospectivement sur ces élections et comment expliquez-vous ce résultat ? Valérie Tomasini n'est pas forcément une adversaire au sein du conseil municipal. Maintenant que nous sommes élus, elle était adversaire pendant la campagne. Maintenant, nous essayons de travailler tous ensemble dans l'intérêt général et pour les populations. Ma candidature, c'est surtout ce qui fait plus que le résultat, c'est la candidature, parce on connaît la démographie. Les Paillons avaient choisi leur champion. Valérie Tomasini était une candidate. J'ai voulu partir sur cette liste qui avait été constituée sur des bases divers droites pour proposer une alternative dans la Roya, pour qu'il n'y ait pas qu'un seul candidat. Effectivement, on n'a pas su fédérer un maximum de voix. Je ne prends pas ça comme un échec personnel parce que Valérie Tomasini, comme elle l'a dit, elle était titulaire et moi je n'étais que suppléant. C'est un résultat qui n'est pas forcément surprenant non plus quand on connaît la démographie. Les Paillons pèsent, on va dire 60% des voix et le gros de l'électorat a voté pour Francis Tujague qui était le conseiller général sortant. Alors maintenant, si vous le voulez bien, nous allons parler un peu, peut-être une dernière question sur ces élections départementales. Quel regard portez-vous sur le score du Front National qui était très élevé dans ce canton, 33% à peu près au premier et au second tour? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer entre les deux tours. Je comprends la colère. De là à expliquer qu'elle se reporte sur un vote Front National, c'est assez compliqué. De quoi les gens ont peur? Peut-être que de ce qu'ils voient à la télé. Ils ont peur que ça arrive chez eux parce que quel est l'impact de l'immigration ou de la délinquance actuellement dans nos vallées, dans la vallée de la Roya spécifiquement, on a du mal à le quantifier. Pour revenir sur le résultat de l'élection, justement, on peut dire aussi qu'on a participé à l'élection de Valérie Tomasini et de Francis Tujague, parce que sortir du premier tour, notre position, notre maintien n'était pas acquis, et contre l'avis d'énormément de personnes, on a décidé de se maintenir. Parce on a des gens qui votent pour nous, on ne pouvait pas les abandonner, et deux, parce que c'était pouvoir aussi éviter que un nombre conséquent de voix aurait pu se reporter sur le Front National. Le résultat, je pense, aurait pu être différent si nous n'avions pas maintenu notre candidature. Donc on a fait aussi une démarche complètement démocrate et républicaine en maintenant notre candidature. Alors, parlons un peu maintenant, si vous le voulez bien, de la politique municipale de Tende. Nous avons vu dans Nice Matin que les impôts locaux n'allaient pas augmenter en 2015. Est-ce que cela signifie que la commune de Tende est dans une bonne situation financière? Totalement, d'autant plus qu'on a la grosse opération là, de la station d'épuration de plusieurs millions d'euros qui est budgétée sur plusieurs années,
qui laissait craindre une augmentation de la redevance d'eau. En fait, la situation saine de la mairie nous a permis cette année, et il n'y a pas de raison que ça change radicalement, de ne pas toucher cette imposition-là. C'était celle qui devait être peut-être qui allait être le plus concernée. La santé financière est bonne. On a pour le budget 2015 un taux d'endettement toujours diminué, une capacité d'emprunt qui a augmenté, et puis surtout, ce qui est rare, c'est qu'on a le budget de fonctionnement qui est en dessous de 50%. C'est important quand on sait que la plupart des collectivités locales ont un budget de fonctionnement de plus de 50%, c'est-à-dire des frais de personnel. Donc il y a une bonne gestion qui est là-dessus, et il y a aussi une capacité d'investissement maintenant qui va être réalisée et mise en œuvre, qui prouve bien qu'il y a un équilibre et des choix qui portent sur du long terme, qui portent leur effet. Alors, le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, a annoncé donc que cette situation financière bonne allait permettre de réaliser plusieurs projets. Que pouvez-vous nous en dire? Quels sont ces projets? J'ai déjà parlé de la station d'épuration. C'est un équipement obligatoire. Il faut savoir que c'est l'Europe maintenant qui impose toutes les communes à avoir une épuration. Nous, on avait fait des études. L'eau de la Roya brassait tellement les rejets qu'on pouvait trouver à l'intérieur du fleuve, puisque c'est un fleuve Roya, que la station d'épuration, aux normes françaises, n'était pas obligatoire. Pour des raisons supérieur, il fallait construire, nous l'avons construit. Donc c'est un financement important. Mais surtout là, on va pouvoir lancer des gros chantiers. Ce qui nous concerne surtout, c'est la construction des parkings du Vieux-Tende, qui permettrait d'avoir 80 places de parking. On va lancer des équipements sportifs, c'est-à-dire on va réhabiliter tout le skatepark qui est en face du musée des Merveilles et faire des terrains multisports. On a les jardins de la piscine aussi qui vont être réalisés. Qui sont en cours de réalisation justement. On va réhabiliter aussi le cinéma de Tende, on changer tous les fauteuils, changer la moquette. On va installer à Casterino un fil-neige pour lui donner une dimension familiale. On ne veut pas en faire une station de ski, mais le fil-neige permettra aux enfants d'apprendre à skier et aux parents de rester sur le parc de Casterino. On va garder cette configuration-là, mais ça permettra d'apprendre à skier. On va aussi reprendre la clôture de la piscine. On va reprendre en régie, ce qui est intéressant aussi, l'éclairage public, puisqu'avant on l'avait délégué. On va reprendre en régie l'éclairage de la commune, ce qui va nous permettre de faire des économies et d'être plus réactifs. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont maintenant budgétés sans aucun recours à l'emprunt. La réfection du réseau d'eau également. La réflexion du réseau d'eau est un gros projet. Jusqu'à présent, on a fait par pansement, on va dire. Là, on va repenser toute l'adduction d'eau depuis la source de Vievola jusqu'à la station d'épuration. On va aussi de nouveau privilégier les protections des captages d'eau, notamment pour les sources qui alimentent Saint-Delmas aussi. Il était aussi mentionné donc dans cet article de Nice Matin l'aménagement de la station de sport d'hiver de Casterino. Il y a l'installation du fil-neige, il y a autre chose? Pour l'instant, c'est l'installation du fil-neige. On travaille en partenariat avec les restaurateurs, un restaurateur qui propose de créer et d'entretenir surtout une patinoire. C'est des éléments qu'on est en train de pousser. Alors, Jean-Pierre Vassallo est maire depuis 2001. Qu'a-t-il réalisé pendant ses 2 premiers mandats? C'est peut-être ce qu'on lui reproche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de visibles. Ce qui est surtout intéressant, c'est que sur ce 3e mandat, on en voit énormément d'investissements. À l'heure où on le voit, beaucoup s'alarment et ont des investissements bloqués à zéro. Ce qu'il a fait pendant 2 mandats, c'est diminuer le taux de la dette de près de 80%. C'est réussir à maîtriser le fonctionnement et ne pas recruter. Donc, c'est-à-dire ne pas avoir à gérer maintenant un personnel en sureffectif. C'est des projets qui avaient été menés à l'époque en partenariat avec le Conseil général. C'est les maisons de santé rurales qui ont pu être installées. Il y a 800 maisons de santé rurales en France. On en a une à Tende, une à Saint-Delmas, une à Tende, une à Breil et une aussi à la Brigue, ce qui est quand même pas mal. C'est le maintien aussi des services publics parce que pendant les mandats, les commerces n'ont pas fermé. La grosse réalisation, on va dire, c'est la station d'épuration et puis c'est le parc nautique, la piscine. Tous ces investissements que vous avez prévus pour ce mandat sont estimés à 6 millions d'euros, c'est ça? Non, 6 millions d'euros, c'est le budget de la commune.
D'accord. C'est le budget de la commune. On n'a pas, j'ai pas le détail exact des différents projets, mais la station d'épuration, c'était un projet à 3 millions d'euros. Le parking du Vieux-Tendre est un projet qui tournera aussi aux alentours de 1,5 million. Non, les 6 millions d'euros, c'est le budget de la commune, le budget annuel. Ouais. Vous, donc, vous êtes adjoint à l'animation, à la communication, au sport, au tourisme. Qu'avez-vous pu réaliser dans votre domaine? Essayer de garder un dynamisme fort du tissu associatif. On a maintenu en permanence, depuis sur mon deuxième mandat, le taux de subventionnement aux associations. On leur met à disposition, on va le quantifier, on leur met à disposition les salles, on leur met à disposition le personnel, on paye l'électricité, on paye les fluides. Cette réflexion-là, dans d'autres collectivités, a été menée et a abouti à faire payer ou à demander une participation des associations. Cette réalisation-là est importante. Après, beaucoup d'éléments, comme je disais tout à l'heure, qui ne se voient pas. L'école de musique, aujourd'hui, il y a un gros concert d'accordéon à Tende. Il faut savoir que la mairie de Tende donne 450 euros par enfant annuellement pour suivre les cours d'école de musique et rajoute en plus 450 euros par classe constituée. La crèche, c'est un service qui est maintenu avec un tarif infime parce qu'il y a des partenariats qui sont mis avec un tarif infime. Non, c'est toujours dès que l'on doit payer, on est toujours embêté, mais le tarif est maîtrisé, on va dire. Les transports, pareil, la mairie de Tende paye les transports scolaires, alors que des communes, depuis qu'on est passé à la CAF, celle qui a récupéré le transport scolaire, des communes, on leur a demandé la participation. Ils pensaient que c'était un nouvel élément. Pour eux, c'était un nouvel élément, effectivement. Jusqu'à présent, c'était passé au travers. Nous, depuis le début, la mairie de Tende paye le transport scolaire sans rien facturer aux enfants. Également, aux parents. La commune de Tende prend aussi en charge le transport quand on amène les enfants au ski. On a tous les mercredis des sorties de ski. On a les écoles primaires qui montent au ski. C'est tout ce type d'activités-là qui ne méritent pas forcément des statuts, mais qui sont des conforts au quotidien qu'on garantit aux familles. Alors, vous êtes en charge du tourisme à Tende. Le tourisme, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être développé à l'échelle de la vallée de la Roya. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement du tourisme dans la vallée de la Roya ? Le tourisme, c'est un atout important. Alors, ça fait toujours grincer des dents quand je dis que je suis pas forcément un fan du tourisme. Il faut comprendre, je suis pas un tout tourisme, parce que la vallée de la Roya, toutes les vallées vivent toute l'année. Donc, il ne faut pas tout miser sur juillet-août, au risque de n'avoir plus qu'une vie saisonnière. Mais le tourisme, quoi qu'il en soit, c'est ce qui nous fait aussi la renommée, c'est ce qui apporte notre quotidien et notre fonds de commerce. On a actuellement des offices de tourisme et les mairies qui gèrent leur communication de manière efficace, mais de manière autonome. Par le biais de la DTRB, ce qui serait intéressant, l'association de développement touristique de la Roya Bévéra, c'est avoir une vraie réflexion globale et non plus à l'échelle de la commune, mais à l'échelle de la vallée, pour mettre en place une visibilité cohérente. Éviter qu'on diffuse pour chaque commune plusieurs dépliants, et pour chaque commune plusieurs dépliants, et pour chaque manifestation plusieurs dépliants encore. C'est une pensée globale qu'il faut réussir à mener, et par le biais de la DTRB, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et il y a dans la vallée pas mal d'infrastructures qui pourraient, qui servent au développement du tourisme. Est-ce qu'il y aurait moyen, selon vous, vous aviez évoqué ça à un moment, de les regrouper dans une structure, un syndicat mixte par exemple? Pour les structures, ça c'est plus pour assurer le fonctionnement des structures sportives. Je pensais notamment au fonctionnement de la piscine de Breil, au fonctionnement de la station de fond de Castelrino. Le fond du problème, c'est aussi attirer le tourisme. C'est bien, on propose tous des activités, mais c'est aussi le loger. Nous, la grosse difficulté, mis à part juillet-août à Tende, c'est de pouvoir les loger. Ce qu'on essaie de mener, nous, là, c'est plus des affaires pour l'instant de relationnel, c'est d'essayer de faire émerger 2 ou 3 projets sur la commune de Tende, d'ampleur et d'envergure de construction hôtelière. C'est un impact immédiat parce que là, le touriste viendra, et en plus, vu l'ampleur des projets, peut avoir un impact qui va dépasser la commune de Tende en termes d'emploi. On parle de structures de 3-4 étoiles qui pourraient apporter on va dire de 80 à 100 clients. Il y a aussi cette activité-là. Le commerce, d'une manière générale, répond bien maintenant aux sollicitations et n'est plus que focalisé sur les périodes saisonnières. Il était difficile, il y a encore quelques temps, de trouver de l'hébergement hivernal à Tende.
Un autre projet justement pour développer notre visibilité, c'est un jumelage qui va être fait avec la station de ski de fond de Limone, parce que, et là c'est un combat que j'essaie de mener jusqu'à la Carf, pour essayer de faire en sorte que la Carf et toute la Roya vendent Limone Casterino, comme Nice vend la Tinella Vesubie, Oran Isola. Donc on va faire un jumelage, un partenariat avec un billet commun qui apporteront des réductions pour celui qui aura skié à Limone, il aura des réductions à Casterino et vice versa. On aura un visuel commun et on a déjà un partenariat, j'ai eu un accord avec McDonald's qui devrait nous distribuer l'année prochaine près de 35 000 sets de table. Donc tous les plateaux des McDonald's de Nice seront équipés de notre nouveau visuel qu'on est en train d'élaborer, Tende Limone Casterino. Et le but du jeu serait que toute la Roya jusqu'à la Carve joue ce jeu-là en disant venez skier chez nous, parce que nous aussi on a une station de ski, on est équipé en station de ski alpin. Alors, lors du dernier conseil municipal, vous avez adopté une motion pour le maintien de la gendarmerie de Tende. Et y a-t-il, selon vous, un véritable risque de fermeture de cette gendarmerie? Le risque il y est, on en entend parler, le risque il y est certainement, puisque les gendarmeries, l'État plus que les collectivités à la rigueur a tendance à serrer la ceinture, et malheureusement, il semble il faut déplorer peut-être que les économies se fassent sur le domaine de la sécurité. Ce qui est incohérent dans ce projet surtout, c'est que on parle d'un regroupement à Breil. Breil-Menton, c'est une demi-heure de voiture. Breil-Tende, c'est une demi-heure de voiture. Donc, il aurait été plus logique, éventuellement, d'un regroupement sur Tende. Donc, tant que Tende, il faut pas l'oublier, c'est la dernière ville française. C'est donc un poste frontalier. C'est également les travaux du tunnel qui vont durer pendant 10 ans, et des flux de voitures à canaliser avec ce qu'on connaît l'hiver comme difficulté pour traverser les villages, et éventuellement l'intervention, parce qu'on les voit passer souvent, le système d'alerte lorsqu'il y a un problème du tunnel saisit à la fois les services de gendarmerie et les services de pompiers. Il aurait été totalement logique de maintenir la gendarmerie à Tende pour ces contraintes-là, d'autant que il me semble plus juste de maintenir les services de sécurité aux périphéries des départements, au détriment des grandes agglomérations, c'est-à-dire de maintenir dans les zones les plus éloignées et les plus déconcentrées par rapport aux zones qui sont arrosées par différents services de sécurité, que ce soit la police nationale, que ce soit les polices municipales ou que ce soit la gendarmerie, encore une fois. Alors, Jean-Pierre Vassallo a également évoqué lors de ce conseil municipal le CIVOM de la Roya, le syndicat intercommunal à vocation multiple, dont il est d'ailleurs le président. Ce CIVOM a été créé en 2014 par la fusion du CIVOM de la Haute-Roya et du CIVOM du canton de Breil. Il paraît que ce nouveau grand CIVOM est dans une situation financière difficile. Que pouvez-vous nous en dire, et estimez-vous que la création de ce grand CIVOM de la vallée ait été une bonne chose? Non, je le dis clairement, vu faire une communauté de communes à 5 communes aurait été totalement suicidaire, on s'en aperçoit là actuellement. Alors je veux bien qu'il y ait eu un grand élan sentimental d'amour entre 5 communes. Cet amour-là, je l'ai pas ressenti auparavant lors du rattachement. Breil n'a pas forcément défendu Tende en 1860 lorsque le canton de Tende est resté italien. Inversement, on n'a pas de l'amour permanent. Quoi qu'on en dise, on a des intérêts communs, c'est sûr. Mais pour revenir sur l'aspect malheureusement purement matériel, on découvre que le CIVOM, l'ancien CIVOM de Breil avait des impayés, avait des dettes cumulées, et la situation, si on avait créé une communauté de communes à 5, nous aurait tous entraînés vers le bas. Ce qui fonctionne là actuellement, c'est qu'encore une fois, le CIVOM de la Haute-Roya était géré comme le CIVOM de Tende. Alors tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce qu'il y a eu comme réalisation. Je dirais que quand on gère en bon père de famille, on n'emmène pas du foie gras tous les midis, mais on permet à la famille de vivre bien et d'avoir ce qu'elle veut quand elle a besoin. Je pense que le maire de Tende gère justement en bon père de famille, et le CIVOM a été géré, le CIVOM de la Haute-Roya a été géré dans cette optique-là. Ce qui fait que les finances du CIVOM de la Haute-Roya ont permis de payer les factures impayées du CIVOM de Breil, de faire une avance de trésorerie de l'ordre de 250 000 euros. La solidarité marche aussi au sein de la CARF, puisque la CARF, justement, c'est pour ça que je disais que c'était difficilement viable une communauté de communes à 5, c'est que la CARF reverse, quand elle prend des compétences, encaisse aussi l'argent lié à ses compétences.
Ensuite, une fois que tout est mutualisé, elle reverse le trop perçu. Ça, c'est un barème normalement, mathématique. Il est d'ores et déjà acquis. La commission de répartition des transferts de charges est présidée aussi par le maire de Tende au sein de la CARF, qui est habilité pour que la commune de Tende récupérera ce qu'elle doit récupérer. Pour la commune de Breil, il y aura une majoration aussi. La solidarité marche dans ce sens-là. C'est-à-dire que la commune de Tende est venue en solidarité pour le CIVOM de Breil, et la CARF, en plus, apporte aussi sa part de solidarité au fonctionnement de toutes les communes de la Roya. Alors, depuis le 1er janvier 2014, la vallée de la Roya donc fait partie de la CARF. Vous avez rappelé que d'autres auraient souhaité une communauté des communes de la vallée. J'ai compris également que vous n'étiez pas favorable à cette communauté des communes de la Roya et donc favorable à l'intégration à la CARF. Qu'est-ce que la CARF nous a apporté depuis le 1er janvier, même si c'est une période relativement restreinte, et qu'est-ce que vous espérez qu'elle nous apportera à l'avenir qu'une communauté des communes de la vallée ne nous aurait pas apporté? Alors la CARF, c'est vrai que pour l'instant elle a la compétence déchets. Ce qu'elle nous a apporté, c'est déjà une puissance de feu qu'on n'a plus nous. Si on avait été 5, on aurait dû gérer nous nos traitements des déchets. La CARF a une capacité de négociation supérieure. Tout est à faire avec la CARF. Je suis pas persuadé qu'ils nous regardaient d'un bon œil non plus, parce que c'est vrai qu'on va coûter de l'argent. Les services qui ont été mis en place par la CARF vont devoir être étendus. J'en veux pour exemple la navette du patrimoine qu'on va mettre en place dans la vallée de la Roya. Jusqu'à présent, il y avait une navette du patrimoine qui circulait Castillon, Gorbio. C'est pas très cher, c'est pas très loin. Là, on a tous lutté pour obtenir, parce qu'à la base, on devait avoir 2 villages en une demi-journée. Chacune des communes a réussi à obtenir une navette qui fera une rotation hebdomadaire pendant l'été sur son propre village. C'est ce qu'elle a apporté. Actuellement, on travaille aussi sur la réalisation d'une sorte de carte, ouvrage de découverte des sentiers pédestres de chaque commune, ce qui est porté par la CARF aussi. Il y a tout à construire. Moi, je suis persuadé de toute manière que le refermement actuellement n'est pas une solution moderne, le repli. Parce qu'à force de dire qu'on n'a rien à voir avec les autres, le risque c'est que les autres un jour nous disent finalement vous n'avez rien à voir avec nous. Et à ce moment-là, quand on n'y est plus que 100 000, c'est difficile. C'est difficile. Il y a un sujet qui revient souvent également, c'est la métropole. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que la vallée de la Roya, la CARF en fait, soit absorbée par la métropole Nice-Côte d'Azur? Et selon vous, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise chose? Je sais pas comment déjà définir le terme de risque. Qu'est-ce qu'on a à risquer? Disons une éventualité que la CARF soit absorbée. On a intégré la CARF. Croyez-moi, mes intérêts premiers, ça reste toujours les intérêts de la population de Tendasque. On m'a pas enlevé mon identité. Je reste qui je suis. Il y a un système de globalisation actuellement qui pousse, c'est vrai, au regroupement. Je pense que l'équilibre actuel est pas mal. La CARF occupe l'est du département, ça donne une visibilité différente. Il est certain que les compétences actuelles et la nouvelle répartition telle qu'elle ressort de la loi NOTRe a tendance à affaiblir le département au bénéfice des régions et au bénéfice des métropoles. C'est un fait qui est moderne, qui est indéniable. Mais selon vous, c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Perdre ce qu'on pourrait, donc là je vous rejoins sur la théorie du risque, c'est perdre la proximité et l'immédiateté de la décision. On perdra pas notre âme, on perdra pas nos compétences. D'ailleurs, tiens, on est en train de travailler avec la CARF aussi, puisque l'État n'instruit plus, depuis la création des intercommunalités récentes, n'instruit plus les permis de construire. Il faut savoir que le maire ne fait que valider une décision qui a été faite par les services techniques de l'État, c'est-à-dire ils disent oui ou non favorable pour un permis de construire, le maire signe. Quand le maire dit va à l'encontre de cette décision-là, il est systématiquement signé au tribunal administratif. Et bien la CARF actuellement est en train de reprendre cette compétence-là et va assister les communes au montage des dossiers de permis de construire, va instruire ça. Donc le risque est là, c'est de perdre l'immédiateté de la décision. Ça, je le déplore aussi. Voilà. Est-ce que lutter parce que c'est dans nos gènes pour exister ne va pas nous fatiguer? Est-ce que les moulins ne tournent pas déjà suffisamment fort et vite pour ne pas nous projeter en permanence au sol? Je ne suis pas moi pro ou anti. Je trouve que l'équilibre qui est là satisfait beaucoup de monde.
doit nous permettre nous-mêmes d'envisager l'avenir différemment. On le voit, on est obligé de fonctionner en solidarité, ne serait-ce que les mutualisations des moyens actuels nous poussent à nous regrouper. C'est un sujet gênant parce que pour moi, quoi qu'il arrive, un Tendasque est un Tendasque, un Brigasque est un Brigasque, un Breillois est un Breillois. C'est pas demain s'il est dans la CAF ou s'il est dans la métropole qu'il va y perdre son identité. La lutte de toute manière doit se mener au quotidien pour maintenir les services qu'on a, qu'ils soient dirigés par la métropole, qu'ils soient dirigés par la région, qu'ils soient dirigés par l'État, je pense de la Poste ou la gendarmerie. La lutte, elle est quotidienne et permanente de toute manière. Alors, quel est votre point de vue sur le projet de doublement du tunnel de Tende qui a été décidé au niveau européen et dont le projet est en cours de réalisation, mais c'est un projet qui néanmoins fait débat. Donc, quel est votre point de vue là-dessus? Alors ça m'a frustré pendant la campagne parce que des candidats ont fait croire qu'ils avaient la possibilité d'influer. Alors oui, c'est ce que je disais, ces candidats-là mentent. C'est qu'ils ne sont pas candidats pour les départementales, ils sont candidats pour les présidentielles. Parce que ce sujet, c'est des conférences intergouvernementales qui en décident. C'est pas un conseiller départemental qui va faire changer la situation. Le tunnel de Tende, il est ou il n'est pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est soit il est, et donc il est avec des normes qui sont imposées. Je reviendrai après sur la possibilité de choisir effectivement entre deux types. Ou il n'est pas. Il n'est pas, c'est-à-dire fermé. Peut-être que ça impacte moins le bas de la vallée, qui est une ouverture plutôt naturelle vers Monaco, Menton en termes de bassin d'emploi ou de loisirs. Pour le haut de la vallée, c'est l'asphyxie. On devient exsangue si on n'a plus cette porte de sortie. Il coûte aussi beaucoup d'argent aux contribuables parce que le SDIS en permanence maintient du personnel. Je crois qu'on est sur plus de 300 000, enfin plusieurs centaines de milliers d'euros aussi pour maintenir un poste de garde. Donc des travaux doivent être nécessaires aussi pour débloquer cette situation, j'imagine. Il est ou il n'est pas. Je fais partie de ceux qui, vous l'avez compris, à 110% disent il doit être. Donc il doit être. C'était soit un tube, soit deux tubes. Le problème du un tube, c'est qu'on s'est avancé probablement vers de l'alternat. Ça ne changera rien au problème, et c'est que surtout en cas de problème, on est de nouveau sur un tunnel fermé. La solution des deux tubes permettra à la fois de circuler de manière plus sûre et surtout de ne plus avoir l'alternat. Je pense que c'est une solution sage. Il y a des solutions qui sont également évoquées, disons en aval, à savoir un péage, une limitation du tonnage, ou même des cartes de passage qui seraient accordées seulement à un certain type de poids lourds qui ont une bonne raison de venir dans la vallée, comme l'a évoqué le maire de la Brigue. Que pensez-vous de ces solutions-là? C'est certain qu'il faut, de toute manière, il va falloir être vigilant sur le trafic. Ce qui gêne, c'est le trafic des poids lourds. Je ne suis pas persuadé que ça crée un appel supérieur. Les poids lourds passent déjà actuellement. J'en ai parlé une fois avec un ingénieur de la NAS qui est en train de faire des gros travaux sous Gênes, qui nous disait que cette voie-là, elle a un lien affectif. Elle relie la plaine du Pô à Nice. Ce n'est pas un axe international parce qu'on compare tout le temps le tunnel du Fréjus, le tunnel du Mont Blanc à la vallée de la Roya et à la vallée verméniane de l'autre côté. C'est pas le même cas de figure. En même temps, on est en train de travailler aussi sous Gênes pour faire un contournement. Il faut savoir qu'actuellement, Gênes, c'est 2 heures de bouchon aux heures de pointe. Les camions ne passent pas par là-bas parce que, 1, il faut payer, 2, le contournement, les bouchons sont dissuasifs. Quand les travaux seront finis, il faudra penser quand même que les transporteurs auront l'intérêt. Quoi qu'il en soit, il va falloir gérer le trafic ici. Et il y a des moyens. On nous annonce une livraison à 10 ans avant d'avoir le tunnel. En 10 ans, même nous, qui ne sommes pas ingénieurs, qui ne sommes pas issus des grandes écoles, on aura, je pense, pu tous trouver ou proposer des solutions pour maîtriser ce trafic-là, que ce soit la poste de portique, que ce soit des péages. Alors, d'un point de vue réglementaire, on peut tout avancer. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse faire des différences énormes de traitement, à savoir des gens qui paieraient parce qu'ils habitent à Nice et des gens qui ne paieraient pas parce qu'ils habitent à Tende. C'est difficile à mettre en place. Il faut regarder la jurisprudence là-dessus. Pour les camions, il peut y avoir un péage dissuasif. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est une lutte qui doit être menée. C'est une réflexion qui doit être menée. Mais il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Parce que c'est livré dans 10 ans. Si on n'a rien fait dans nos vallées, dans 10 ans, on n'a plus se soucier des camions parce qu'on n'a plus rien dans nos vallées. Donc le souci majeur, c'est de continuer à développer l'activité économique, l'activité touristique, permettre aux gens, 1, de ne pas partir, 2, de venir s'installer. Encore une fois, le tunnel ne doit pas servir d'argument purement politique qui
ça me gêne aussi, pousse les gens à faire des autocollants et marquer Valais à vendre. Qui va venir s'installer chez nous pendant ces 10 ans avant qu'on ait le tunnel, quand on voit que nous-mêmes on est en train de dire que venez pas chez nous, c'est pas bon, Valais à vendre, ça sert à rien de venir. Il faut lutter pendant ces 10 ans-là pour avoir encore le droit de défendre le tunnel dans 10 ans et de défendre les mesures de restriction du transport. Mais les 10 ans qui sont là sont aussi importants. Une dernière question rapide. José Ballarello a été conseiller général du canton de Tende pendant 45 ans. Il a été maire de Tende pendant 30 ans. Il est décédé il y a environ 1 mois et demi, 2 mois. Selon vous, est-ce qu'il a été un bon conseiller général ? Selon vous, quand vous voyez les équipements qu'a la mairie de Tende, non, je vais pas vous retourner la question. Il a été énorme. Moi, je suis modestement déjà la 2e génération formée à l'école Ballarello. Le maire de Tende a été le premier, et puis j'ai été derrière. Personne, malheureusement, ne pourra réaliser ce qu'il a réalisé, parce qu'à la fois, en étant conseiller général, il était président de l'OPAM, il était sénateur. Quand on voit qu'on a réussi à avoir 2 hôpitaux à Tende, qu'on a une maison de santé rurale, qu'on a le centre d'aide par le travail, qu'on a des infrastructures, on a un cinéma, on est le dernier cinéma associatif de France, je pense. On a 2 gymnases, on a un collège qui peut, le musée des merveilles, tout le monde l'envie, c'est 35 000 visiteurs par an. Donc oui, bien sûr, il a été un bon conseiller général, il a été un bon maire, et j'espère, on le garde en tête nous, j'espère et je sais déjà que c'est en plus un bon mentor, ça a été un bon maître. Et modestement, ça va être dur de marcher dans ses pas, mais l'héritage est dur à porter, et en même temps, il est tellement beau qu'on peut n'avoir qu'envie de le faire fructifier. Merci Sébastien Vassallo d'avoir été mon invité. Merci aux autres invités. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Cette émission sera rediffusée demain à 18h et mardi à 18h. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Parole de la Roya. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine sur Radio Valais.